On préférerait bien évidemment être en lien avec l'actualité du terrain et disputer cette Ligue des Champions. Mais ça sera notre actualité de la saison prochaine en tout cas, je l'espère. Non, la question du jour, réellement, c'est aujourd'hui, est-ce que l'OM est victime de l'arbitrage? Est-ce que c'est un problème qui est lié directement à l'Olympique de Marseille ou est-ce que c'est un problème plus large à travers les différents scandales qui ont été mis en avant cette semaine? Les amis, bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour évoquer ce sujet. On va parler ballon, mais on va parler aussi, on va prendre un peu de recul par rapport à ce phénomène de l'arbitrage qui touche évidemment l'OM, mais pas que. Et on va essayer de voir s'il existe des solutions et répondre à cette question, est-ce que l'OM est victime de l'arbitrage? Alors on va essayer de se parler calmement, avec le sourire, sans pointer du doigt, sinon je risque une suspension comme Mehdi Benassia. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, eh ben les amis, bienvenue. Si vous êtes là, un like. Et si vous ne connaissez pas, abonnez-vous parce qu'on va suivre toute l'actualité de l'OM ces prochains jours avec vendredi, l'avant-match à JOCR OM. Alors le plan d'aujourd'hui, on va revenir sur les actualités, on va revenir sur la décision de la commission de l'arbitrage de mettre monsieur Jérémy Stinat arbitre de la rencontre AJ-OM et pourquoi ça fait polémique, les révélations de Massilia Zone, je vous partagerai mon avis après le travail très précis qu'ils ont réalisé, bravo à eux. Un problème plus large concernant l'arbitrage, on va essayer de prendre du recul justement, et puis on va regarder s'il existe des solutions, et surtout pour ne pas verser dans l'extrême. Alors l'actualité de l'OM d'abord, c'est l'énorme affluence hier aux Terrasses du Port, c'est un centre commercial à Marseille où l'OM dispose d'une boutique, Benasser, Gouiri et Dedic qui ont été présents. Il y a eu une foule monstre, tellement monstre qu'il n'y a pas pu, tout le monde n'a pas pu être satisfait. Benasser est sorti à la fin, justement pour s'excuser, et parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Ils sont venus signer des autographes, être présentés. Ça montre que l'OM est en train de se rapprocher de plus en plus de son public et de ses supporters, et ça j'aime. J'aime ce lien qui est en train d'être développé dans cette ville de Marseille entre le club et ses supporters, et c'est à souligner, et c'est un point évidemment important. L'autre point, c'est que Luis Enrique a révélé l'objectif que lui a fixé Roberto De Zerbi dans une interview qu'il a partagée à la Gazzetta dello Sport en Italie, reprise par Foot Marseille, les amis de Foot Marseille que je vous invite à aller suivre. Il a expliqué que De Zerbi lui avait fixé le double-double, 10 buts et 10 passes décisives. Il reste 12 matchs. Il en est à 7 buts et 4 passes d'ess actuellement, si je ne me trompe pas. Ça va être juste pour les passes décisives, mais pour les buts, il pourrait y être, et j'espère qu'il va continuer de marquer ce samedi face à Auxerre dans ce match qui aura lieu à 21h05. Manchester United a négocié une clause évolutive avec Greenwood. Alors je dirais plus, aurait négocié une clause évolutive. Ce qu'on apprend selon le média Team Talk en Angleterre, qui est relativement bien informé, c'est un média plutôt fiable sur le football anglais et européen, c'est que la clause, et vous avez été plusieurs à me le rappeler, qui existe aujourd'hui dans le contrat de Greenwood serait donc de 50% qui reviendrait à Manchester United sur un potentiel futur transfert, mais sur la plus-value, pas sur le montant du transfert. Déjà, ça change les choses. Ça semble plus cohérent aussi avec ce qui a existé ces dernières années dans le marché des transferts. Mais elle pourrait être évolutive, alors selon certaines conditions, et elle pourrait monter jusqu'à 60%. Le joueur est actuellement valorisé à 70 millions d'euros selon l'OM, et donc il pourrait y avoir environ 60% de la plus-value, et sachant qu'il a été acheté hors bonus 26 millions d'euros. Voilà, à suivre en tout cas le dossier, à voir s'il va signer du côté du PSG l'été prochain ou s'il ira dans un autre club. En tout cas, j'espère qu'il restera à l'OM pour disputer la Ligue des Champions et prendre encore de la valeur. Dans les autres informations, il y a ces mots que je cautionne de Florent Gautreau concernant Mehdi Benassia. On l'écoute. Mais à l'OM, c'est vrai que je pense que la meilleure chose qui est faite, parce qu'on parle beaucoup de Ravanelli, oui, il y a sans doute des choses internes qui sont importantes. Ravanelli a un rôle important, si je ne l'ai pas cité, rôle important. Mais c'est quand même effectivement Benassia. Mais moi, je vois ça aussi tout simplement quand même. La pierre angulaire, c'est Mehdi Benassia. C'est important de le préciser, c'était un débat sur les directeurs sportifs, et clairement aujourd'hui, c'est l'homme clé aujourd'hui
de l'Olympique de Marseille. L'homme clé de l'OM, évidemment, avec Pablo Longoria, évidemment, avec Fabrizio Ravanelli ou Giovanni Rossi, et évidemment Roberto De Zerbi, mais c'est l'homme clé, la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, aujourd'hui, elle fait débat, elle fait parler. Elle fait parler notamment auprès des instances. Et lui qui a été suspendu pour les 6 prochains mois, je ne sais plus si c'est 6 mois ou 3 mois, en tout cas qui est suspendu 3 mois avec sursis, sera quand même du déplacement à Auxerre, ne pourra pas aller dans les vestiaires, mais il sera là pour faire corps avec sa famille, avec l'OM, comme il l'a déclaré récemment. Et c'est important de préciser qu'on a aujourd'hui un OM très fort dans sa direction. Je le répète régulièrement. Luis Felipe sera-t-il en fin d'attaque pour jouer face à Auxerre selon la Provence? Il a passé des tests physiques qui doivent lui permettre de pouvoir disputer ses premières minutes. Est-ce que Roberto De Zerbi va prendre le risque de le rendre titulaire? Est-ce que ce sera Rongier? Est-ce que ce sera Kondogbia? Est-ce que ce sera Højbjerg qui jouera en défense centrale? J'essaierai d'y répondre vendredi lors de l'avant-match. Sonnez la cloche, abonnez-vous évidemment pour suivre cet avant-match qui aura lieu normalement après la conférence de presse de Roberto De Zerbi qui devrait avoir lieu vendredi. En tout cas, l'information qui a fait beaucoup débat et réagir. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est Jérémy Stinat qui sera l'arbitre de la rencontre entre Auxerre et l'OM. Et regardez, juste en dessous, la réaction de Mehdi Benassia, c'est bien son compte officiel. Mehdi Benassia qui a répondu sur X, qui a l'air dubitatif, je comprends pas. Et c'est vrai que cette décision, elle fait beaucoup parler et elle a le mérite de soulever beaucoup de questions. L'OM se fâche encore après la désignation de Jérémy Stinat comme arbitre. Pourquoi l'OM se fâche? On se rappelle évidemment ce qui s'est passé face à Lille. Et Jérôme Roten, affilié au PSG, c'est clair. Écoutez ce qu'il dit quand on lui pose la question, est-ce que les Marseillais ont-ils raison de penser que l'arbitrage va à leur encontre? Écoutez ce qu'il dit concernant Mehdi Benassia. Sur ce cas-là précis, oui, ils ont raison de se plaindre et je vais dire pourquoi. Pourquoi j'insiste sur ce cas-là? Parce que pour moi, Jérémy Stinat, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit après devant la commission de discipline, c'est une faute professionnelle. Alors, on va rentrer dans le détail. Il dit que c'est un délit de sale gueule contre Benassia et je suis content que l'OM conteste que Jérémy Stinat arbitre leur match. On n'est pas ici pour être vindicatif, on n'est pas ici pour se plaindre et apporter une parole qui va à l'encontre de l'arbitrage. En revanche, on est ici pour se poser la question, est-ce qu'il y a une intelligence émotionnelle derrière ce choix de la commission d'arbitrage de mettre Jérémy Stinat arbitre de la rencontre alors qu'il y a un appel qui est ouvert de la part de l'OM contre la décision qui va à l'encontre de la décision qui a été prise de suspendre Mehdi Benassia 3 mois plus 3 mois avec sursis. On se rappelle ce qui s'est passé à l'issue de la rencontre Marseille-Lille en Coupe de France. On avait Olivier Létang qui est venu agripper le bras de Jérémy Stinat et qui l'aurait pointé du doigt, peut-être. Bon, là, on ne sait pas si c'est son téléphone qu'il tient en main ou pas. Et juste après, de l'autre côté, on a Mehdi Benassia qui est venu parler avec l'arbitre, 4e arbitre, et qui a, lui, pointé du doigt, j'espère ne pas être suspendu de mon côté, le point de pénalty pour dire que, dites à l'arbitre qu'il y avait bien pénalty. Jérémy Stinat a expliqué qu'il avait été menacé, il s'était senti menacé par Mehdi Benassia, mais pas menacé par Olivier Létang. Résultat, 1 mois de suspension pour Olivier Létang et 3 mois de suspension pour Mehdi Benassia. Et donc, c'est cet arbitre qui a été choisi pour arbitrer la rencontre de samedi. L'OM se fâche sur ce sujet-là, sur le sujet aussi des cartons jaunes, mais je sais que s'il y a des supporters de clubs adverses qui arrivent sur cette vidéo, certains vont dire qu'on peut faire les pleureuses. Mais j'essaie justement de prendre un recul nécessaire. Si demain, j'ai l'impression aussi que la parole globale des supporters qui ont justement la distance nécessaire pour être supporters de leur club et savoir juger des situations qui sont extérieures à leur club, se disent aujourd'hui, c'est quand même absurde que Létang prenne 1 mois et Benassia prenne 3 mois. C'est quand même bizarre. Et j'ai l'impression que c'est une volonté d'affirmer ce qu'ils ont en dessous de la ceinture, de dire
ok, vous avez parlé avec nous depuis le début de saison, vous parlez et vous critiquez nos décisions, parce que c'est vrai que l'OM s'interroge, critique les discussions, eh ben on va aller au bout et on va vous mettre l'arbitre qui fait débat actuellement. Je trouve que c'est rallumer le feu. Là où une instance, une direction, devrait justement tempérer, calmer les ardeurs, mettre tout le monde autour d'une table et discuter. Parce que dans le dialogue, on peut avancer. Mais visiblement, j'ai pas l'impression que le dialogue soit totalement ouvert. Alors après, je comprends Benoît Trémoulinas qui dit hier, voilà, si on se positionne de manière très froide sur le sujet, il dit clairement aujourd'hui, l'OM, si un club demain décide et porte réclamation à chaque fois qu'il y a un arbitre qui est choisi, où va-t-on ? Je prends la phrase telle qu'elle est. Si on est sur une situation unique, il n'y a pas de problème. Il a raison. Parce qu'on va au-devant de beaucoup de scandales. Mais comme ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça fait débat. Et c'est ça qui pose problème. Alors après, certains ont ressorti justement des déclarations de Benoît Trémoulinas quand il était joueur qui disait justement « Je n'aime pas faire cela, je n'aime pas me plaindre, mais lorsque c'est flagrant et répété, il faut s'exprimer, sinon on est dans le corporatisme absolu. » Donc il y a 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que je sépare volontairement sa prise de position en admettant qu'elle est froide et décorrélée de tout ce qui s'est passé autour de l'OM, plutôt que une décision à l'encontre de l'OM. Mais peut-être qu'il est contre l'OM, je ne sais pas. Mais il ne faut pas oublier que quand il était dans son club, il estimait qu'il fallait prendre des décisions fortes. En tout cas, c'est vrai que la commission et la Ligue ou la Fédé qui a choisi l'arbitre, elle ne se rend pas la tâche facile pour ça. Maintenant, si on se passe du côté d'Auxerre, je me mets à la place du côté des Auxerrois, ça fait beaucoup de bruit quand même. Et on est en droit d'être... pas inquiet, je dirais, mais bon, on aimerait parler ballon. Même moi aussi, je préférerais parler ballon. Alors, cette décision, elle est absurde et elle va dans une semaine qui est très délicate. Je tiens à souligner le travail qu'a réalisé le compte Massilia Zone sur X parce qu'ils ont mené une enquête froide avec des faits et ils ont pris le temps justement de la partager. Ils n'ont pas pris le côté émotionnel qu'on peut avoir quand on est supporter. Il y a un travail d'investigation qui a été réalisé pour mettre en avant des décisions litigieuses autour de l'arbitrage. Donc bravo à Massilia Zone pour ce travail de fond qui a été réalisé, pour l'avoir pointé du doigt. Ils sont intervenus sur l'afterfoot d'RMC, ils ont parlé, ils ont expliqué la démarche, et on est en droit de se poser la question de l'éthique de cette Ligue 1, de cet arbitrage en Ligue 1, quand on voit ce qui a été révélé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous partage quelques images, je vous invite à aller voir ce que le compte Massilia Zone a réalisé sur X. Ils ont analysé différentes vidéos qui présentent le studio du VAR, où une personne revenait régulièrement autour des matchs de l'OM. Cette personne serait un assistant VAR, c'est celui qui reçoit les images, les prépare pour l'arbitre et les envoie à l'arbitre. Donc après, ils sont tous dans le même studio, vous le voyez, il y a tous les écrans, etc. Donc je pense qu'ils peuvent voir énormément de choses. Et cette personne serait un supporter du PSG. C'est ballot. Et on le voit de nombreuses fois. Bon, si on peut... J'ai la faiblesse de penser être supporter d'un club et mettre ce côté supporter de côté pour être professionnel et payé par un organisme pour pouvoir bien faire son travail, c'est tout à fait réalisable. Il y a quand même une éthique à avoir quand on est dans un milieu aussi concurrentiel que le football et travailler, découper, envoyer des images et les proposer ensuite à un arbitre qui va prendre une décision. Ça, c'est un premier point. Et donc, on est en le droit de se poser la question de l'éthique. Le deuxième point, si on regarde les rencontres sur lesquelles cette personne a été présente, elle l'a été face à Strasbourg, où on a mangé 1-0, et on a fait un non-match. Elle était présente face à Auxerre, où on a mangé 3-1, et on a fait un match catastrophique.
était présente également face au Paris Saint-Germain, où il y a une décision qui interroge. Maintenant, on reste le plus neutre possible. Le pied, il est élevé, il est haut. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on juge la marque de Marquinhos, alors qu'il y a d'autres situations qu'on va voir par la suite, qui n'ont pas été jugées de la même manière. Mais soit. Et après, il y a des décisions sur certains matchs qui peuvent interroger. La main de Rabiot contre Lyon et le bloc face à Lille, où il y a le 1 partout. Et donc, cette éthique-là, on ne peut pas se permettre, quand on est la Ligue 1, un championnat aussi important, avec autant d'enjeux financiers, d'avoir quelqu'un qui est pour le PSG et c'est su, c'est pas possible. C'est comme s'il y avait Lyon-Saint-Etienne. Il y a un Stéphanois qui est dans le studio du VAR et qui découpe les images pour prendre des décisions sur Lyon. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme les stadiers. Les stadiers, ils sont pas fans de foot pour la plupart. Alors peut-être maintenant c'est le cas, mais à mon époque, quand j'allais voir plus de matchs hors Vélodrome, je savais que les stadiers étaient pas fans de foot. Ils peuvent pas regarder les tribunes et regarder le match. C'est pas possible. Bon. Bref. En tout cas, il y a des décisions qui interrogent. Celle-ci en fait partie, puisque le bloc sur Balerdi nous coûte un but. Nous coûte dans le sens, je dis pas que Balerdi aurait arrêté le ballon, mais s'il y a faute d'Højbjerg sur l'Arseneur dans la surface de but ce samedi, lors du dernier match de l'OM, et que c'est sifflé, pourquoi celle-ci n'a pas été sifflée et elle n'a pas été jugée utile d'être revue par le VAR. Et c'est dans ces cas-là qu'on se retrouve avec des situations qui sont absurdes et qui ne doivent pas exister éthiquement. On va prendre du recul. On va regarder les situations. Est-ce que c'est à l'encontre de l'OM ou c'est un problème plus large? Quand à Guessant, qui reste à 2 mètres de Cornelius, et Cornelius prend un deuxième jaune, on se pose des questions. Quand Balerdi se fait exclure contre l'Olympique Lyonnais après avoir été enroulé par Lacazette, d'un côté, je peux entendre qu'il y a une manque d'intelligence émotionnelle de Balerdi qui se maîtrise pas assez pour son deuxième carton jaune. Il sait qu'il a Lacazette en face de lui, il doit se maîtriser davantage. Mais si on est factuel, et là on pense juste point de vue faute, est-ce que ça méritait un deuxième jaune au bout de 5 minutes? Intelligence émotionnelle du corps arbitral. Quand tu regardes la direction de l'arbitrage qui reconnaît que le penalty sifflé contre Murillo à Rennes était une erreur, ils vont pas le faire souvent ça, de se déjuger. Contre Lyon, ils ne se sont pas déjugés et j'attends la décision ce soir contre Saint-Etienne. Mais ça, c'est une décision forte. Alors on va se dire, heureusement, le penalty a été encore arrêté par Rouly. Mais ça fait beaucoup et j'ai pas toutes les citées. Celle-là, c'est la plus forte. Gueïda Doué qui met la main sur Jonathan Rowe, qui touche le pied et il n'y a pas penalty. Et c'est pas revu par Benoît Millot ni par le camion du VAR, le studio du VAR, pardon. Je vais pas toutes les citer encore une fois, mais ça fait beaucoup à la fin de la saison. Donc est-ce que l'OM en est victime ? On commence à y répondre. Et on ne peut pas accepter ça, ce qu'avait dit Pablo Longoria après le match face à Strasbourg. Regardez, alors c'était pas la première fois qu'il parlait de l'arbitrage, il en a parlé après Angers, il en a parlé après Strasbourg, il en a parlé 2 fois sur RMC au mois de janvier. Ça fait beaucoup. Et après, regardez ce que répond... alors attendez, je vais préciser exactement. Le Conseil national de l'éthique répond à Pablo Longoria concernant l'arbitrage. L'accusation du corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique au détriment d'un club est une faute grave contre l'éthique et une atteinte inadmissible à l'image du football. Ah bah, dans l'écrit, ils ont raison. Hein. Ah ouais. Hein. Donc à ce moment-là, on fait quoi ? On fait la surenchère et on appuie encore plus jusqu'à temps que je ne sais pas ce qui va se passer. Quoique, on peut l'anticiper avec ce qui se passe sur les réseaux, parce que le travail de Massiliazone, il est intéressant. Ils ont flouté et caché le nom de la personne, pour évidemment qu'il n'y ait pas juste de chasse à l'homme. Mais on est aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans une sorte de tribunal populaire parfois. Qui se dit demain qu'on ne va pas trouver le nom, comme ça se passe en Espagne aujourd'hui avec l'arbitre du Real Madrid face à Osasuna. Le mec est resté chez lui
Et son père a été, en tout cas pas, son père a été menacé. On va où? Donc on se fait quoi? On répond des communiqués ou on se pose? Et on discute intelligemment et on trouve des solutions et on uniformise les décisions. Ou alors on reste chacun de notre côté dans ses bureaux et ouais, bah, de toute façon on fera un communiqué, ça passera. Sérieux les gars, on parle de football là. Et je voudrais sortir un peu du cadre de l'OM parce qu'il n'y a pas que l'OM évidemment. Cette décision, comment Singo, il prend pas rouge? Bien évidemment, il ne fait pas exprès. Bien évidemment, il ne fait pas exprès. Mais comment Donnarumma il se retrouve dans cette situation-là? Et je vous remercie parce que vous avez été plusieurs sur Insta à m'envoyer les dingueries hors OM du corps arbitral. C'est pas pour pointer du doigt. Justement, je vais essayer. On va essayer de se poser pour trouver des solutions. Il faut qu'on se trouve des solutions. Mais Donnarumma qui se fait manger le visage. En Espagne, j'ai pris plusieurs exemples. Il n'y a aucun supporterisme de mon côté, ni pour le Real, ni pour le Barça. J'ai pris les exemples les plus récents. Parce que, autant d'un côté, Bellingham, il mérite son rouge parce que ce qu'il a pu dire, ça n'a pas sa place sur un terrain de football, même si ce n'est pas une insulte envers l'arbitre. L'arbitre, s'il ne comprend pas, il l'a exclu. Maintenant, le carton rouge qui n'a pas été donné sur Mbappé, c'est quand même gravissime. Comment c'est possible? La hauteur du tacle. Et si tu prends le match Barça-Rayo Vallecano, et là, l'arbitre siffle hors jeu. Hein. Le Rayo égalise. Ça a des conséquences incroyables en Liga. Mais le Rayo égalise sur cette situation. Il siffle hors jeu parce que le joueur ici fait action de jeu, selon l'arbitrage. Alors qu'il n'y a plus d'hors-jeu de position désormais. Là, il n'y a pas eu pénalty. Là, il y a eu pénalty. Voilà. Pas pénalty. Pénalty. Donc moi, c'est juste la question uniformisée. Et on va terminer avec Al-Mousrati qui s'est fait exclure face à Benfica la semaine dernière en Ligue des Champions. Ce que je veux dire par là, c'est que vous m'avez cité également Everton-Liverpool. Dans tous les championnats, il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut pas se poser à un moment pour discuter et échanger sur une uniformisation de tout et comprendre pourquoi les décisions de Monsieur X, elles sont pas les mêmes que Monsieur Y. Alors après, il y a le contexte général, l'émotion du match, la gestion, l'analyse. Mais il y a aussi des décisions qui peuvent être aussi rattrapées par le VAR. Expliquées. C'est ça qui est chaud. C'est ça qui est chaud. Les amis, ouais, je vous partage le vestiaire parce que sur le vestiaire, on analyse toute l'actualité du football. Donc vous pouvez venir suivre, je vous mets le lien juste au-dessus. C'est mon autre chaîne YouTube. Et ce soir, on sera en live d'ailleurs pour débriefer Real City, le grand match de cette Ligue des Champions. Alors, quelle solution? Quand je vois Ludovic Obraniak, consultant désormais média et ancien joueur de foot professionnel, quand j'entends Jérôme Roten qui dit qu'il y a un délit de sale gueule sur Benassia, ils sont là pour partager leur expérience des terrains. Ils ont un vécu. Jérémy Stinat, c'est un ancien joueur aussi, donc il a vécu ce qui se passe sur le terrain. Encore une dinguerie, il y a vraiment des gens qui bossent à la direction de l'arbitrage. Je veux pas mettre l'OM au centre de tout. L'OM est la clé de ma chaîne YouTube, donc c'est un élément central pour pouvoir parler de sujets plus majeurs. Et aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a une problématique générale autour de l'arbitrage. Quand tu vois que on a l'arbitre qui a de Osasuna Real qui a donné un carton rouge à Jude Bellingham qui a déclaré être enfermé chez lui toute la journée, que des gens s'en prenaient à ses 9 frères et sœurs et à son père de 80 ans, où va-t-on? Il y a un moment, il va falloir qu'on discute, qu'on se pose tous autour d'une table. Alors pas moi, parce que si on m'appelle, moi j'ai peut-être des solutions à trouver. Mais c'est la solution majeure, qu'il y ait une uniformisation, qu'il y ait un dialogue qui se crée. On peut pas. Là, on est en train de tous se séparer. On est en train de mettre les clubs d'un côté, les directions qui ne parlent pas d'éthique, qui manquent d'éthique pour la commission de l'arbitrage, et la commission de l'arbitrage qui prend ses décisions dans sa tour d'ivoire. Discutez les gars, c'est important parce que nous, en tant que fans de foot, on n'a pas envie de faire des vidéos autour de l'arbitrage. On a envie de parler ballon. Si on est mauvais, comme contre Auxerre, comme contre Strasbourg. Si on est bon, comme contre Saint-Etienne. Mais il y a des moments, on se dit, c'est chaud.
On doit être 11 contre 11. Et l'arbitre, il doit être au milieu pour essayer de juger le mieux possible. Donc j'imagine que c'est pas simple, mais discutez ensemble, les gars. Pour moi, c'est la solution. La solution numéro 1. Voilà. J'essaie d'être le plus complet possible. C'est pas simple comme vidéo parce qu'il y a évidemment la passion, le supporterisme. Mais ce qui est important à garder en tête ici, c'est que ma volonté, elle n'est pas de vous partager mon avis de supporter de l'OM. Je parle des faits qui sont arrivés à l'encontre de l'OM, tout en essayant d'être nuancé, en se disant que quand on est bidon, et c'est pas lié à l'arbitrage. En revanche, ces problèmes-là, ils doivent pas exister, ils doivent plus exister dans le football. On est en 2025, on a la vidéo, on a l'interprétation. Qu'un mec qui soit professionnel, qui soit dans un studio pour travailler les vidéos, il soit supporter du PSG pour arbitrer l'OM, c'est chaud quand même. C'est chaud. Il y a un moment, il y a un travail en amont qui doit être réalisé. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette situation par rapport à l'OM, par rapport au football en général, c'est ce qui nous importe le plus, parce que la clé d'entrée, c'est le football général. Est-ce que l'OM est victime ? Oui, mais pas la seule victime de l'arbitrage. On l'a vu, là, sur les différentes photos que je vous ai partagées. C'est non exhaustif. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de situations comme ça. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ça s'équilibre. Et il faudrait pas que ça s'équilibre en même temps, parce que ça voudrait dire qu'on va à l'encontre de nouvelles erreurs d'arbitrage. Donc, message à la Ligue, à la Fédé et aux directions de tous les clubs, rencontrez-vous. Militez pour vous rencontrer une fois que vous aurez géré les droits TV. Voilà. Bon, nous, on se retrouve vendredi. On va se parler de l'avant-match, on va retrouver le ballon. Et on se retrouve ce soir sur le vestiaire pour un live débrief de Real City. Un grand plaisir de vous retrouver sur le vestiaire à ce sujet. Et voilà, dites-moi votre avis sur l'arbitrage et on se retrouve vendredi. Vidéo que j'ai pris du plaisir à faire, mais qui était un peu particulière. Voilà. À vendredi. Allez l'OM. Ciao.